Paris, lundi 5 juin 1882. Il est 20h. Le soleil vient de disparaître derrière les immeubles haussmanniens flambant neufs du boulevard Montmartre. L'air est tiède et comme le disait Maupassant, nous sommes à cette saison délicieuse où le printemps de la campagne semble faire le siège de Paris et le conquérir par-dessus les toits. À la fin du XIXe siècle, dans le Paris de la Belle Époque, la vie des grands boulevards était un bourdonnement absolu et incessant. Les sabots des chevaux claquaient en permanence sur les pavés, ponctuaient des coups de fouet des cochers, les vendeurs de journaux à la criée hurlaient toute la journée et se mêlaient aux enfants dont la rue était encore, à 20h, un terrain de jeu. Ajoutez à cela le brouhaha continu des boulevardiers, ces Parisiens qui arpentent les trottoirs dans un cortège bigarré d'employés, de boutiquiers, de bourgeois, de commerçants qui se croisent. Ce soir, pourtant, tous convergent vers le numéro 10 du boulevard Montmartre. Oui, ce 5 juin n'est pas un jour comme les autres pour le boulevard. Ce soir, c'est l'inauguration du musée Grévin. Et le tout Paris intrigué est venu pour découvrir l'étonnant musée de statues de cire de la capitale. Une idée qui a germé 1 an plus tôt dans la tête d'Arthur Meyer. Nous sommes en 1881. Arthur Meyer est alors un grand patron de presse français installé à Paris. Il est le directeur du prestigieux journal conservateur et mondain Le Gaulois. Il faut bien se remémorer qu'à cette époque, la photographie de presse n'existe pas encore. C'est pourquoi les lecteurs du Gaulois ne savent pas à quoi ressemblent les grands noms qui font l'actualité et qui animent quotidiennement les pages du journal. Arthur Meyer a donc une idée simple et audacieuse. Celle de présenter aux lecteurs les personnalités qui font la une de l'actualité en les figeant sous forme de mannequins de cire. Mettre un visage sur les personnalités du monde pour instruire le public, comme on disait à l'époque. Cette idée, aussi géniale soit-elle, n'est pourtant pas nouvelle. Un siècle plus tôt, en 1770, Philippe Curtius, médecin suisse et sculpteur sur cire à ses heures perdues, est invité à Paris par le prince de Conti pour présenter dans le prestigieux Palais Royal l'exposition exceptionnelle de la famille royale en statues de cire. On y voit le roi Louis XVI assis, la table couverte de victuailles. À ses côtés, Marie-Antoinette, mais aussi le frère de son épouse, l'empereur d'Autriche, ainsi que d'autres membres de la famille royale qui partagent le festin. La scène du souper du roi est d'un réalisme qui laisse sans voix les visiteurs. Le succès est immédiat. Fort de ce succès, Philippe Curtius quitte la Suisse et s'installe définitivement à Paris, où il ouvre en 1782, pile un siècle avant Grévin, un musée de cire rue du Temple. Il va alors confectionner des centaines de statues de cire avec l'aide de la fille de sa femme de ménage, pour qui il s'est pris d'affection. La jeune femme s'appelle Marie Grossholz. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais quelques années plus tard, en 1835 précisément, alors mariée à un Français de Mâcon, c'est elle qui ouvrira à Londres le célèbre musée Madame Tussaud. Au XIXe siècle, plusieurs musées de cire parisiens tenteront en vain de succéder durablement à celui de Curtius et d'égaler le prestigieux musée londonien de Madame Tussaud. Mais seul Grévin va réussir ce pari. Pour transformer l'essai, Arthur Meyer propose alors la réalisation des personnages à un certain Alfred Grévin. Alfred Grévin était un sculpteur, dessinateur humoristique et un créateur de costumes pour le théâtre. C'était la grande star de la presse satirique illustrée de la fin du XIXe siècle. Il faisait chaque semaine la une du Petit Journal pour rire et ses dessins avaient un succès considérable. Son sujet de prédilection était la vie des jeunes femmes parisiennes. C'est un Grévin devint même une expression pour désigner une jolie jeune femme élégante. Alfred Grévin était alors aussi célèbre que le photographe Nadar ou les écrivains Zola et Balzac. Alfred Grévin fut emballé par l'idée d'Arthur Meyer, tellement emballé qu'il accepta même que le musée porte son nom. Le 5 juin 1882, le Paris littéraire et artistique a fait le déplacement. Arthur Meyer et Alfred Grévin, en costume noir et chapeau haute forme, se positionnent à l'entrée pour accueillir les visiteurs. La fête peut commencer.
La critique est élogieuse et le succès sera total. Le lendemain, un rédacteur du journal Le Moniteur universel écrira « Les figures de cire qui garnissent le musée ne ressemblent en rien aux figures ordinaires des établissements similaires, et même du musée Tussaud. Au musée Grévin, la ressemblance est parfaite, frappante, extraordinaire. On se demande tout d'abord si on ne se trouve pas en face d'une personne naturelle. À la place des anciennes perruques qui coupaient toute illusion, on plante maintenant les cheveux un par un. On photographie la pose habituelle, on moule le corps et on l'habille avec ses habits propres. » Le grand défi était maintenant de réussir précisément là où les précédents musées de cire de la ville avaient échoué. S'inscrire dans la durée. Pour ça, le conseil d'administration fraîchement créé fait appel à Gabriel Thomas. Gabriel Thomas est un homme d'affaires parisien à l'origine de la société d'exploitation de la Tour Eiffel et du théâtre des Champs-Élysées. C'est lui qui va enchanter et embellir le musée en lui offrant un décor éblouissant. Car Grévin, ce ne sont pas que des statues. C'est également un lieu unique, dont le théâtre classé en 1964 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par André Malraux. Vous voulez visiter ? Venez, suivez le guide. Vous venez de franchir l'entrée du musée sur le boulevard Montmartre et vous marchez dans le long couloir pour accéder aux entrailles de Grévin. Les bruits de la rue s'effacent progressivement et, surprise, vous arrivez devant un imposant escalier de marbre. Ce bijou d'architecture baroque est le point de départ de la visite. 26 marches sculptées dans un marbre qui tire à la fois sur le jaune et le rose. Les murs, eux, sont entièrement tapissés de grands miroirs qui reflètent alors le décor et procurent le sentiment étourdissant d'une pièce infinie. Au plafond, une peinture classique met en scène des anges qui virevoltent dans un ciel à la fois bleu et nuageux. En haut de l'escalier se trouve l'entrée d'une des pièces maîtresses du musée, le Palais des Mirages. Vous plongez alors dans une pièce en forme d'hexagone, dont chaque pan de mur est entièrement recouvert par un miroir. Et à chaque coin de cet hexagone, un procédé ingénieux de petits miroirs ornés de décors architecturaux qui pivotent simultanément. L'illusion est alors parfaite. Vous êtes plongé dans l'ivresse d'une pièce sans fin. Inauguré en 1906, ce Palais des Mirages est un lieu unique au monde qui propose un spectacle son et lumière époustouflant. Pendant 8 minutes, vous serez plongé dans des décors infinis, accompagnés de créations sonores enchantées. Eh oui, ici aussi, le maître mot du musée Grévin est de créer l'illusion. En matière d'illusion, le voyage est loin d'être terminé, car en sortant du Palais des Mirages, un comité d'accueil un peu particulier vous attend. Omar Sy, Jean-Paul Belmondo, Marilyn Monroe, Ryan Gosling, Pierre Richard ou encore Audrey Fleurot. Parlons enfin de l'essence même du musée Grévin. Car ce sont bien ces personnages de cire qui confèrent au musée une position unique au monde. Grévin est le seul musée dont la collection est en perpétuel mouvement pour coller à son époque. Résultat, 2500 statues de cire ont habité les lieux depuis sa création. Grévin montre toujours les visages hyperréalistes de l'actualité et ça fait plus de 140 ans que ça dure. D'ailleurs, cet hyperréalisme leur a joué des tours à plusieurs reprises. Pensons à la pauvre statue de Valéry Giscard d'Estaing, kidnappée en 1980 par des motards mécontents d'une vignette fiscale pour gros cylindrée, qui a fait le tour de Paris dans un sidecar, en signe de protestation. Ou encore celle de Poutine, détruite en 2014 par une famine suite au déclenchement de la guerre du Donbass. Grévin, c'est un musée du temps présent, qui se veut être l'écho de la société dans laquelle il vit. Par exemple, au début du XXe siècle, le sport a commencé à prendre de plus en plus de place dans nos sociétés. Les sportifs ont donc fait leur entrée à Grévin. Le premier est le boxeur Georges Carpentier, qui fit l'actualité sportive de 1920 en devenant le premier Français champion du monde de boxe. Vous vous souvenez de l'idée de départ d'Arthur Meyer ? Il faut montrer aux gens les visages de l'actualité. Eh bien, cette idée guide toujours le musée plus de 140 ans après sa création.
Toutefois, notons aujourd'hui une différence de taille. Nous sommes désormais à l'ère de l'image et nous connaissons déjà tous les visages qui font l'actualité, notamment grâce à la photographie, la télévision ou Internet. Désormais, les visiteurs ne viennent plus pour découvrir les visages de l'actualité, mais viennent pour se photographier avec. Une nouvelle espèce de visiteur est née, l'Homo photographicus. Alors pour aller encore plus loin, le musée Grévin a encore une fois su s'adapter à son époque en proposant des expériences immersives vous permettant de vous photographier en situation avec vos héros. Venez sur le terrain avec Kylian Mbappé. Partez dans les étoiles avec Thomas Pesquet ou remontez les Champs-Élysées le 26 août 1944 avec le général de Gaulle. Grévin n'est donc plus un musée à voir, mais un musée à vivre. Il reste néanmoins un véritable journal de l'actualité avec toutes ses rubriques. Politique, art, musique, cinéma, société, sciences, sport. Le musée Grévin est bien un journal de cire spectaculaire qui évolue en permanence avec le monde dans lequel il vit et échappe merveilleusement depuis plus de 140 ans à l'immobilisme qui semblait pourtant le définir. L'histoire continue et on vous attend pour l'écrire avec nous. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.